Hello tout le monde, c'est Tarte Nature, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir une colonie de fourmis chez soi, donc en commençant avec une gîne, puis en finissant avec une énorme colonie très active avec beaucoup de couvains et en bonne santé. Alors avant toute chose, je vais vous mettre un petit warning dans cette vidéo. Attention, avoir des fourmis, c'est comme avoir n'importe quel autre animal de compagnie, donc que ce soit un chien, un chat, un oiseau ou même un reptile. Ça demande du temps, de l'espace. Il faut noter que les reines peuvent vivre jusqu'à 20 ans, donc il est possible que votre colonie vive jusqu'à 20 ans. Il faut donc l'assumer sur tout ce temps-là. Et certaines colonies, certaines espèces peuvent devenir très populeuses, demander beaucoup de ressources et de place sur le long terme. Par exemple, les colonies Messor barbarus, qui sont très conseillées pour les débutants, peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières à maturité. Donc ce sera des colonies qui vont demander beaucoup de place et beaucoup de ressources en nourriture, en insectes, en graines pour les Messors. Donc attention, réfléchissez bien avant d'acquérir une de ces espèces. Alors tout d'abord, comment avoir une gîne? Ça y est, vous vous êtes décidé, vous voulez une colonie de fourmis, vous savez que vous avez l'argent et l'espace pour pouvoir les accueillir. Alors maintenant, comment trouver une gîne? Alors tout d'abord, une gîne, c'est quoi? C'est une reine fourmi. La reine fourmi, c'est la seule, généralement, dans une colonie qui va être fécondée et qui va pouvoir donner naissance à des ouvrières. Donc c'est elle qui donne naissance à absolument toutes les ouvrières de la colonie. Donc c'est le point vital de la colonie. Généralement, elle va se distinguer par un thorax plus imposant que chez les ouvrières. Pourquoi est-ce qu'il est plus imposant? Parce qu'il faut qu'il contienne les muscles et l'air permettant à la reine de pouvoir s'envoler lors de l'envol nuptial ou essaimage. Généralement plus grande que les ouvrières et possède un gastre plus gros, donc elle possède une plus grosse physogastrie. Donc, comment acquérir une gîne? Alors, pour acquérir une gîne, généralement, trois options s'offrent à nous. Donc la première, ça va être les boutiques en ligne. Donc on va avoir des boutiques comme Esprit Fourmi ou Antenne Co qui vont vendre des fourmis, des reines fourmis, donc ils vont vous les envoyer. Généralement, il faut faire attention quand même aux boutiques chez lesquelles on achète ces fourmis. Pourquoi? Parce que beaucoup de boutiques ont des fournisseurs qui pillent les fourmis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fournisseurs vont aller chercher des colonies déjà établies in natura et vont creuser dans le nid jusqu'à trouver la reine. Pourquoi pas prendre quelques ouvrières et ensuite les vendre comme ça? Donc ça se passe beaucoup pour les espèces exotiques et les espèces rares. Par exemple, Messorcéphalote est beaucoup pillée parce que c'est une espèce qui coûte très cher et qui est très appréciée des éleveurs. C'est en fait l'équivalent d'une Messor barbarus, mais version XXL, elles peuvent faire plus de 2 centimètres. Et elles subissent beaucoup de pillage à l'état naturel. Au lieu, en fait, ces personnes-là n'attendent pas les essaimages pour aller chercher des gînes qui sont en train de s'envoler, en train de chercher où établir sa colonie. Et en fait, ils vont directement les chercher dans des colonies déjà établies. Alors, quels sont les risques lors du pillage? Déjà, ce n'est pas éthique parce que on ne va pas chercher, par exemple, si jamais on voulait adopter, je sais pas, un lapin, on va pas aller chercher un lapin dans la forêt pour le mettre en cage et puis regarder. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en animalerie, on va en adopter un qui est né en captivité. Fourmis, il existe très peu, voire pas du tout de reines mises en vente nées en captivité. Pourquoi? Parce que généralement, les fourmis s'accouplent donc dans l'air lors des essaimages et les conditions nécessaires à la mise en essaimage des fourmis est très peu connue et il est difficile de mettre en place de telles conditions en captivité. Les risques du pillage étant que la reine va mourir 50% des fois sur le transport, elle va être très stressée, elle risque de jamais repartir, les colonies sont généralement jamais vraiment stabilisées, il y a beaucoup de pertes au niveau des ouvrières, la reine va très peu pondre et généralement ça se finit par la mort de la colonie. Donc s'il vous plaît, attendez les essaimages pour pouvoir récupérer des fourmis. Ne les récupérez pas directement établies dans la nature. Ne prenez pas une pelle pour aller creuser dans le sol, récupérer une gîne, du couvain et des ouvrières. C'est vraiment pas éthique. Donc fin de l'aparté. Pour revenir aux boutiques, donc ce risque existe, il faut en être conscient. Pas toutes les espèces sont toujours pillées, certaines sont plus pillées que d'autres, mais il faut vraiment faire attention à qui on achète,
d'où vient la fourmi. Vraiment, avoir un maximum d'informations et s'assurer un maximum que la fourmi n'a pas été pillée et a été récupérée vraiment dans les règles de l'art, c'est-à-dire lors des essaimages. À noter quand même que le risque reste beaucoup plus grand pour les espèces exotiques. Donc les espèces exotiques sont les espèces extérieures à la France. Endémiques sont les espèces qu'on a en France chez nous. L'Asus niger, Messor barbarus, Solenopsis fugax, ce genre d'espèces-là. Et après, les espèces exotiques sont toutes celles qui sont extérieures à la France. Donc ça va être Messor céphalote, Camponotus nicobarensis, Messor minor hesperius, etc. Ensuite, la deuxième option, ça va être l'achat ou le don à des particuliers. Donc ça va être des personnes comme vous et moi qui vont trouver des jeans dehors et qui vont pas vouloir les garder ou ne pas pouvoir les garder et qui vont les proposer à la vente ou en don pour les débutants par exemple ou même pour les éleveurs affirmés et ils vont vous les envoyer ou alors vous les donner en main propre. Les bénéfices vont être que généralement, on va pouvoir trouver des particuliers éthiques qui ne vont pas piller les colonies, pas piller des reines à l'état sauvage. Donc généralement, on va connaître le lieu d'essaimage, on va connaître la date d'essaimage également, et on va pouvoir avoir un meilleur historique de la reine. Et par contre, attention, les arnaques, ça existe, hein. Même dans le monde de la fourmi, il faut faire attention à qui on prend les gînes, mais ça va être comme dans n'importe où. On peut se faire arnaquer en achetant du matériel pour l'élevage d'autres animaux. On peut se faire arnaquer de partout, hein. Donc, il faut toujours faire attention avec les particuliers aussi. Pour le serveur Discord des Halles, donc ça, c'est un serveur de vente. Tous les vendeurs sont sélectionnés au peigne fin. Donc, généralement, ce sont des vendeurs sérieux et éthiques. Et ça permet d'avoir des avis déjà sur les vendeurs, d'avoir des conseils aussi sur l'espèce qu'on va prendre, etc. Vraiment, quitte à acheter des jeans, je préfère vraiment vous conseiller de vous tourner vers des vendeurs particuliers. C'est vraiment l'option la plus sûre pour s'assurer justement que la reine a été récoltée dans de bonnes conditions. Et enfin, la troisième option, ça va être de trouver la gîne soi-même. Alors c'est pour moi l'option la plus amusante, ça va être de partir à la recherche d'une gîne près de chez soi. Donc ça va nous permettre d'être sûr que la gîne n'a pas été pillée, de connaître la date d'essaimage, de connaître le lieu d'essaimage et de savoir, par exemple, la fourmi, on va pouvoir la mettre à température ambiante parce qu'elle sera déjà habituée au climat local. C'est beaucoup plus amusant d'avoir sa gîne de A à Z, d'avoir une gîne qu'on a trouvée, on l'a vu pondre ses premiers œufs, on l'a vu avoir ses premières ouvrières et on la voit évoluer sur les mois et les années, plutôt que d'avoir par exemple une gîne qui est déjà vendue avec quelques ouvrières. Je trouve ça moins amusant, moins ludique. Après, chacun ses goûts. Donc comment est-ce qu'on va trouver des gînes? Donc on peut attendre donc les essaimages. Alors, petit conseil, baladez-vous toujours avec un ou des tubes à essai sur vous parce que les essaimages peuvent avoir lieu n'importe où, n'importe quand. Il ne faudrait pas être pris au dépourvu. Et sinon, on a un peu un cheat code, ça va être la piscine. Donc, on va trouver des reines qui sont en train. Généralement, les gînes fraîchement fécondées vont tomber dans les piscines. Donc, à ce moment-là, on peut aller les récupérer et les mettre sur un sopalin ou un mouchoir pour leur permettre de sécher et de survivre. Donc les fourmis, elles peuvent survivre très longtemps à la noyade. Il faut parfois plusieurs heures, je pense, pour qu'une fourmi meure de noyade. Donc même si vous trouvez une fourmi complètement recroquevillée, n'abandonnez pas, ne vous dites pas «Ah bah elle est morte, je la laisse». Récupérez-la, mettez-la au calme sur un sopalin, attendez jusqu'à 24 heures pour être sûr. Et souvent la gîne, elle va se réveiller en fait et elle va se remettre à marcher, etc. Et à ce moment-là, vous la mettez en tube, vous la mettez dans le noir et vous pouvez la laisser tranquille, elle va pondre tranquillement. Pour moi, beaucoup de mes gînes ont été récupérés en piscine. Donc toutes les tétramoriums que j'ai trouvés, elles ont été récupérées en piscine. J'ai trouvé une Phédole pallidula en piscine, j'ai trouvé des lasus, j'ai trouvé des ponérines, j'ai trouvé des formicas. J'ai trouvé plein d'espèces de fourmis différentes. Vraiment, c'est l'endroit où on peut le plus facilement trouver des gînes, c'est vraiment en piscine. Et si vous n'avez pas de piscine chez vous, vous pouvez toujours demander dans le voisinage ou des personnes que vous connaissez si elles trouvent des gînes de vous les donner.
Alors les gîtes en piscine, vu qu'il s'agisse de sauvetage et que de toute façon dans la piscine elles sont condamnées, vous pouvez en récupérer autant que vous voulez. Par contre, lors des essaimages, donc quand vous trouvez des fourmis par terre, il ne faut pas en récupérer 150 000. Vous pouvez en récupérer une ou deux, trois, quelques-unes, mais attention, il ne faudrait pas récupérer en fait trop de fourmis lors des essaimages. Et ben, ça risque d'avoir un impact sur la biodiversité parce que les fourmis, elles jouent un rôle majeur dans la biodiversité. C'est donc pour ça qu'il ne faut pas prélever massivement lors des essaimages. Ensuite, la grande question des débutants, c'est quelles fourmis est-ce que je peux prendre? Dans le monde, il existe plus de 15 000 espèces de fourmis, toutes différentes et toutes passionnantes. Donc certaines peuvent être élevées, d'autres non. Donc il faut être informé de ce genre de choses avant d'en prendre une. Alors généralement pour les débutants, on va plus orienter vers des espèces endémiques telles que les Lasius niger, Lasius emarginatus, Messor comme les Messor barbarus. Alors pourquoi? Parce que ce sont des espèces quand même assez robustes qui vont facilement supporter les erreurs des débutants. Donc on parle surtout de Lasius niger, Lasius emarginatus. Et ce sont des espèces donc, qui ne vont pas demander des paramètres trop spécifiques concernant par exemple la température. Et la température ambiante peut plus ou moins leur suffire si par exemple elles ont été prélevées dans l'environnement local. Concernant les Messor barbarus, je mets quand même un petit warning. Attention, les Messor sont des espèces qui stressent énormément. La moindre vibration va les faire paniquer. Donc pour les débutants qui ne savent pas trop s'y prendre, qui vont aller regarder un peu toutes les 5 minutes, vraiment attention avec cette espèce. C'est une espèce qui va beaucoup stresser et il ne faut pas oublier que le stress, il peut ralentir, voire stopper la ponte de la gine et ça peut même tuer la gine. Donc il faut vraiment faire très attention. Même avec les fourmis en général, le stress, ça peut tuer. Ensuite, concernant les espèces assez faciles à faire fonder, on va compter les tétramoriums aussi. Donc ça, c'est une espèce quand même assez robuste. Elle supporte plutôt bien les erreurs des débutants. Personnellement, c'est avec cette espèce que j'ai commencé. On va avoir les formica aussi. Donc certaines formica peuvent facilement stresser également. Donc Formica rufibarbis, donc Cerviformica, on ne parle pas des Raptiformica. Donc chez les Formica, on va avoir des Raptiformica, donc ça va être les Formica dépendantes, donc ça veut dire qu'elles vont avoir besoin du couvain d'une autre espèce pour pouvoir fonder. Et on va avoir les Cerviformica, donc les Formica esclaves entre autres. Et ce sont elles qu'on va pouvoir faire fonder plus facilement parce qu'elles sont indépendantes. Lorsque vous trouvez une gine, il faut absolument la faire identifier. Pourquoi est-ce qu'il faut faire identifier l'espèce de la gine? Parce que certaines gines ont des conditions de fondation différentes. On va avoir des fourmis comme les Lasius niger par exemple qui vont être indépendantes claustrales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gine donc indépendante, elle va fonder sa colonie seule, donc elle va pas avoir besoin de l'aide d'une autre colonie ou de voler du couvain à une autre colonie pour fonder. Et claustrale, ça veut dire qu'elle va rester enfermée pendant toute la durée de la fondation jusqu'à la naissance des premières ouvrières. Donc dans la nature, la gine, elle va faire quoi? Elle va s'envoler avec les autres sexués de sa colonie et donc elle va se faire féconder. Une fois fécondée, elle va descendre au sol, elle va s'arracher les ailes et elle va commencer à se trouver une petite cavité ou à se creuser un petit trou dans le sol pour pouvoir commencer à fonder sa colonie. Donc elle va faire ce petit trou, elle va rentrer dedans et elle va s'enfermer dedans. En fait, la reine, dans son gastre, elle a des réserves, d'où cette énorme physogastrie. Et en fait, elle va tenir sur ces réserves pendant toute la durée de la fondation. Donc elle va pas avoir besoin de manger, elle va pas avoir besoin de sortir. Vraiment, elle va nourrir. Donc elle va pondre des œufs, elle va nourrir ses larves sur ses réserves. Et une fois les premières ouvrières nées, et ben celles-ci vont sortir et vont commencer à aller chercher à manger. Donc il ne faut pas s'inquiéter, les reines de la plupart des espèces n'ont pas besoin de manger pendant la période de fondation. Donc ensuite, on va avoir des espèces comme par exemple les Formica sanguinea qui vont être dépendantes claustrales. Donc claustrale, donc toujours, elle va rester enfermée pendant la durée de la fondation. Dépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir fonder de colonies de manière indépendante, donc elle ne va pas pouvoir fonder seule. Par exemple, les Formica sanguinea vont avoir besoin des cocons de fourmis esclaves de Cerviformica. On va prendre exemple en Cerviformica, on va avoir les Formica rufibarbis, Formica cunicularia, Formica fusca.
et elle va avoir besoin des cocons de cette espèce-là pour pouvoir fonder. Donc naturellement, les réserves de ces fourmis-là vont être plus petites. Le fait que ces espèces vont avoir un gastre moins gros que les espèces indépendantes parce qu'elles auront moins besoin de réserves de nourriture puisqu'elles vont fonder plus rapidement. Ensuite, on va avoir des espèces comme les myrmicas, donc Myrmica rubra par exemple, qui vont être ce qu'on appelle indépendantes semi-claustrales. Donc semi-claustrale, ça va être quoi? Ça va être la reine, elle va se faire un petit trou dans lequel elle va fonder sa colonie, mais il va lui arriver de sortir pour aller chercher de la nourriture pour elle ou pour ses larves. Donc par exemple, les myrmicas, elles ont un aiguillon et elles vont piquer en fait les autres insectes et elle va nourrir ses larves avec. Donc quand on élève ce genre d'espèces, il faut leur connecter une aire de chasse directement et leur proposer à manger, donc du liquide sucré et des insectes pour nourrir les larves. Ne pas nourrir une reine semi-claustrale pendant la fondation, ce serait donc la condamner, puisqu'elle n'aura pas les réserves de nourriture nécessaires pour pouvoir fonder sa colonie. Troisième grande question, les nids. En quoi est-ce que je peux mettre mes fourmis et ma reine seule? Alors pourquoi c'est une mauvaise chose? C'est parce qu'en fait les fourmis elles vont avoir tout l'espace du nid à surveiller. Donc s'il y a trop de chambres et que l'espace est trop grand, les fourmis elles vont faire quoi? Elles vont s'agglutiner donc dans une des chambres du nid et en fait elles vont mettre des déchets dans les chambres en trop parce qu'en fait elles vont avoir trop d'espace à surveiller et ça va être très stressant pour elles. Les fourmis elles aiment bien être collées dans le nid, ça les rassure en fait. Donc si elles peuvent pas s'agglutiner dans un endroit du nid, si le nid est beaucoup trop grand, ça va les stresser, elles vont mettre des déchets dans le nid, ça peut stopper ou ralentir leur développement. Donc par exemple, en ce qui concerne les ginsels, on va les mettre dans des tubes à essai. Donc on va les laisser dans un tube à essai jusqu'à ce qu'elle ait ses premières ouvrières et jusqu'à ce que les ouvrières toutes puissent remplir le tube à essai. Donc on ne propose pas un nouveau nid que les fourmis ne peuvent pas remplir à au moins 50% en étant compactées. En revanche, il faut savoir quand même que l'aire de chasse peut être directement aussi grande qu'on le veut, parce qu'il faut noter quand même que dans la nature, les fourmis, elles vont avoir leur aire de chasse, en fait, ça va être l'environnement qui les entoure, elles vont avoir tout le monde pour elles, en fait. Donc en fait, en captivité, on va pouvoir leur mettre une aire de chasse si on veut, on peut leur mettre un aquarium de 300 litres directement, en fait, au début de la fondation. Donc ça sera moins pratique pour nous pour observer vu qu'elles seront moins nombreuses, donc on pourra moins bien les observer, mais on peut tout de suite leur mettre une très grande aire de chasse. Alors souvent quand on est débutant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut acheter nos tubes à essai. Alors pour ça, il existe plusieurs boutiques qui vont en vendre, donc des boutiques de fourmis. Donc on va pouvoir en trouver chez Planète Fourmis, chez Esthéticante et nouvellement Zamblarante en vend aussi maintenant. Donc concernant les nids, on va avoir plusieurs gammes de nids, on va avoir plusieurs marques également. Donc par exemple dans le modulable 3D, donc on va avoir Fourmi Shop. Donc Fourmi Shop, ça reste la plus connue, mais elle est quand même très chère. On va avoir également Terre de Fourmis, donc c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même de la très bonne qualité. Et on va avoir aussi Zamblarante, donc c'est le moins cher de toutes les boutiques, on ne peut pas trouver moins cher ailleurs. Et je trouve que c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on peut avoir également des nids en béton cellulaire, donc ça c'est bien pour garder l'humidité. On va avoir des nids en pierre reconstituée, on va avoir également des nids en bois pour les espèces linicoles. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les espèces. En ce qui concerne les aires de chasse, on peut en trouver partout également, Esthéticante, Fourmi Shop, Zamblarante, Planète Fourmi, vraiment on peut en trouver de partout. Mais ça reste quand même très cher. Donc le moins cher, ça va être chez Zamblarante à nouveau. Donc on va avoir une aire de chasse 20 x 10, 20 x 10 x 10. On va l'avoir à 15 € et on va avoir une aire de chasse 5 x 5 à 2 €. Donc vraiment pas cher du tout. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une boîte dans n'importe quel magasin, des petites boîtes en plastique qu'on peut trouver. Et vous percez des aérations, vous faites des trous pour mettre les tuyaux, les tubes, etc. Et vous avez une aire de chasse pas chère du tout, vraiment, c'est la manière la moins chère de faire des aires de chasse. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils d'élevage pour réussir au mieux votre élevage de fourmis. Alors numéro 1, ça va être de mettre votre gîte dans le noir. Donc comment on fait ça? Donc on prend le tube à essai, on met un cache en aluminium autour, donc on va prendre de l'aluminium,
on va le découper et on va le scotcher en fait pour couvrir en fait le tube à essai. Ça va permettre de laisser la gine complètement dans le noir, d'imiter les conditions naturelles puisque la gine ne va pas fonder en plein soleil. Elle va faire un trou dans le sol ou alors elle va se mettre sous une branche, sous une pierre, sous des morceaux d'écorce. Enfin bref, elle va pas se mettre en pleine lumière pour fonder. Ça va permettre de ne pas la stresser. Ça va permettre aussi de s'empêcher, entre guillemets, d'aller la regarder toutes les 5 minutes. Parce à chaque fois qu'on va se mettre au-dessus du tube à essai pour regarder la gine, bah en fait, on va faire des changements de lumière, on va faire des vibrations, ça va la stresser, ça va ralentir le développement du couvain et même voire la tuer. Donc ça nous emmène au deuxième conseil qui va être de regarder la gine maximum toutes les 2 semaines. Pourquoi toutes les 2 semaines? Parce que sinon, en fait, à chaque fois, on va faire des vibrations, on va la déranger, ça va la stresser et elle peut manger son couvain. Donc notre but, c'est quand même qu'elle fonde le plus rapidement possible. Donc pour ça, il vaut mieux ne pas la regarder tous les 2 jours, voire tous les jours, même. Faut éviter de la regarder toutes les 5 minutes. Vraiment, regardez-la le moins possible, même si vous pouvez la regarder tous les mois. Franchement, c'est nickel, quoi. Alors ça y est, votre gine a enfin donné naissance à sa première génération d'ouvrières. Maintenant, il faut leur connecter une aire de chasse et les nourrir. Alors avec quoi est-ce qu'on nourrit les fourmis? Donc là, principalement, les fourmis vont se nourrir de 2 choses. Donc ça va être du liquide sucré et des protéines. Donc le liquide sucré, c'est quoi? Donc on va faire en fait ce qui s'appelle, en fait, on va reproduire ce que les fourmis vont manger à l'état naturel. Donc à l'état naturel, elles vont manger principalement du miella de puceron. Donc ça va être une substance sucrée que les pucerons vont produire en fait, en suçant la sève des plantes. Donc en captivité, on va leur donner en fait un mélange de 50 de sirop bio et de 50 d'eau. Donc du moment que c'est bio, le sirop, ça devrait le faire. Par exemple, je sais que moi, je vais leur donner du sirop de grenadine bio et du sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est vraiment une source sûre. Toutes les fourmis, généralement, elles aiment beaucoup en boire. Et pourquoi 50? Parce qu'en fait, les fourmis ne peuvent pas boire tout ce qui est trop épais, en fait. Le sirop, c'est beaucoup trop épais pour elles. Il faut en fait le couper à l'eau pour le rendre plus liquide et pour que les fourmis puissent le boire. Ensuite, on va avoir donc les protéines. Donc les protéines, ce sera forcément des protéines d'insectes. Donc on peut avoir par exemple des grillons, des criquets, des blattes donc, ou cafards. On peut avoir les vers aussi, donc vers Morio, vers de farine. Attention par contre avec les vers parce que généralement ils sont boudés par les fondations. Les grosses colonies, généralement, elles sont moins difficiles. Mais chez les petites fondations, ça reste plus compliqué de leur faire manger des vers. Généralement, elles en veulent pas. Donc moi, je me tournerai plus vers les grillons et les blattes. Les blattes, c'est vraiment le meilleur niveau nutrition. C'est vraiment numéro un, quoi. Donc pour les blattes, donc, en fait, vous avez plusieurs options. Soit vous achetez des insectes vivants et vous les nourrissez une fois et 48 heures après, vous les congelez. Donc ça vous permet de les garder pendant quelques temps, en fait, même pendant longtemps dans le congélateur et les sortir et les donner au fur et à mesure à votre ou vos fondations. Et sinon, l'autre option, ça va être de faire un élevage nourricier chez vous. Donc vous allez prendre les blattes et vous allez les mettre dans des bonnes conditions pour qu'elles puissent se reproduire. Et en fait, vous allez avoir un apport en blattes toute l'année et vous en manquerez pratiquement pas, quoi. De temps en temps, vous devrez en acheter pour, euh, pour pouvoir en fait faire un brassage génétique. Mais sinon, en fait, ça vous permet d'avoir des blattes à l'infini, entre guillemets, chez vous. Donc ça vous permettra d'éviter de devoir en acheter tous les je ne sais pas combien de temps pour nourrir vos colonies. Après, comme les fourmis, vous avez plusieurs espèces de blattes. Donc vous allez avoir les blattes dubia, les blattes red runner, les blattes pycnocellus. Enfin vraiment, vous avez plein de blattes avec des conditions d'élevage différentes, des tailles différentes. Et en fait, selon ce qui vous convient le mieux, bah, vous pouvez prendre telle ou telle espèce. Par contre, si c'est pour congeler, je vous conseille de prendre des dubia ou alors des red runner parce que les pycnocellus sont des blattes fouisseuses et en fait, ce sont des blattes qui vont avoir un substrat de plusieurs centimètres en fait pour se développer et pour congeler, c'est pas très pratique. Vraiment, les insectes nourriciers, c'est vraiment très important pour les fourmis. On évite généralement de donner des insectes qui viennent de dehors parce que surtout les mouches par exemple, qui sont souvent
Les débutants demandent souvent en fait s'ils peuvent donner des mouches à leurs fourmis. Alors on évite parce que les mouches de dehors, elles peuvent être remplies de produits, plein de pesticides ou de parasites qui peuvent contaminer vos colonies, voire les tuer. Donc généralement on évite. En ce qui concerne les parasites, on peut passer au congélateur, ça permet de les tuer. Par contre, pour les pesticides, malheureusement, on peut rien y faire, alors généralement, on évite de prendre les insectes de dehors. C'est possible, vous pouvez prendre des grillons, des sauterelles qui viennent de dehors, mais personnellement, je déconseille vraiment, vous pouvez trouver des insectes nourriciers sur Planète Fourmi, sur Blattaria pour les blattes. Vous pouvez en trouver également à la ferme la ferme aux insectes. Personnellement, j'ai jamais commandé dessus, mais je crois que les retours sont plutôt bons. Et si vous avez une animalerie près de chez vous, allez voir dans le rayon nourriture pour les reptiles. Vous pouvez trouver généralement des grillons, des criquets, des blattes aussi parfois selon les animaleries. Vous pouvez trouver des blattes et vous pouvez les acheter pour vos fourmis en fait. Soit vous les congelez, soit après vous en faites un élevage chez vous. Selon l'espèce, la colonie à maturité peut demander plusieurs dizaines, voire peut-être même 100 blattes par semaine pour le nourrissage. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas en donner, ne prenez pas de fourmis. Sauf espèces champignonistes, vraiment, les insectes nourriciers, c'est non négligeable pour toutes les fourmis, y compris les messors, y compris les fourmis qui mangent des graines. Vraiment, même les messors ont besoin des insectes. Il suffit juste de regarder mes messors minor esperius, elles démontent la blatte à chaque fois que je leur en mets. Je suis obligée de leur en mettre tous les 3 jours parce que sinon, après, elles me la finissent très rapidement. Parce que, en fait, les larves ont besoin de protéines pour se nourrir. Et les fourmis donc moissonneuses, donc les messors, elles trouvent des graines, donc dans les graines des protéines, mais mais en captivité, en fait, elles n'ont pas le taux de protéines dont elles ont besoin. Parce que la diversité de graines est moindre que dans la nature. Et même dans la nature, elles vont récupérer des insectes. Tu peux voir par exemple des messors structors en train de déplacer un papillon pour le rentrer au nid et pour le manger. Donc vraiment, même pour les messors, c'est vraiment non négligeable pour qu'elles puissent se développer correctement. Ah oui, et enfin pour les insectes, on évite tout ce qui est séché parce que les fourmis, elles vont se nourrir de la chair. Et dans les insectes séchés, par exemple les vers de farine séchés, il n'y a plus de chair à l'intérieur, c'est vraiment que la carcasse. Et ça, bah, les fourmis, elles peuvent pas le manger parce qu'elles mangent pas la carcasse. Enfin, dernier point très important, ça va être la diapause. Alors la diapause, c'est quoi? C'est l'hivernage chez les fourmis. En fait, les fourmis endémiques, pendant l'hiver, elles vont se mettre en pause parce que l'hiver, en fait, il n'y a pas beaucoup de ressources et il fait froid. Et les fourmis ont tendance à pas très bien supporter le froid. Donc en fait, elles vont se mettre en pause, elles vont faire des stocks de nourriture juste avant l'hiver. Et en fait, elles vont se mettre en pause pendant tout l'hiver. Donc ça va permettre à la gyne de se reposer parce qu'elle va pas pondre pendant l'hiver et de repartir encore mieux en fait à l'arrivée du printemps. Donc même en captivité, la diapause est non négligeable. Si vous ne faites pas la diapause à une espèce qui en a besoin, vous allez avoir la gyne qui va commencer à fatiguer et ça va réduire très fortement son espérance de vie parce qu'elle ne pourra pas se reposer de l'année. Elle va pondre toute l'année non-stop et elle ne pourra pas se reposer. Donc en captivité, comment est-ce qu'on va reproduire la diapause? On va acheter par exemple des caves à vin ou alors des frigos dans lesquels on peut régler la température. Et en fait, on va régler la température à ce qu'il faut. Donc par exemple, ça va être selon l'espèce, mais la diapause, elle va se faire en dessous de 10 degrés. Donc au-dessus de 10 degrés, c'est pas une diapause, c'est pas suffisant. Les fourmis, elles vont pas vraiment se mettre en pause et ça peut tuer votre colonie. Donc on va les mettre dans une cave à vin, on va descendre progressivement la température et pas de descendre de température d'un coup hein, parce que ça va risque de faire un choc thermique à vos fourmis. Vous, si je vous mets dans une piscine à 10 degrés d'un coup, vous allez pas trop aimer, je pense. Les fourmis, c'est pareil. Elles vont pas aimer que vous les mettiez d'un coup à 10 degrés Celsius alors qu'elles étaient à 24 degrés juste avant. Donc du coup, on va faire une descente progressive pendant plusieurs mois, donc ça va dépendre de l'espèce. Certaines espèces ont une diapause plus longue que d'autres. Par exemple, les Camponotus liniperda, ça va être une diapause de 6 mois, alors qu'une autre espèce, comme par exemple les Lasus niger, ça va être à peu près 3 mois. Donc vraiment, renseignez-vous sur votre espèce, renseignez-vous sur ses besoins et donnez-lui vraiment les conditions dont elle a besoin.
Donc on va mettre la colonie dans la cave à vin et on va pas la toucher jusqu'à l'arrivée du printemps. Donc ça va être par exemple plus février ou alors un peu plus tard selon les espèces. Et à ce moment-là, vous faites une remontée progressive des températures. Et ensuite, vous pouvez sortir vos colonies des caves à vin. Qui concerne les espèces exotiques, vous allez bien sûr en avoir qui vont faire des diaposes également, mais vous allez aussi en avoir qui vont faire des poses hivernales. Par exemple, les Messor minor hesperius, elles vont pas faire de diapose, elles vont faire une pose hivernale. Donc la pose hivernale, c'est quoi? C'est comme la diapose, mais en fait, ça va être à plus haute température. Donc la diapose, ça va être en dessous de 10 degrés. La pose hivernale chez les Messor minor hesperius, par exemple, ça va plus être à 16 degrés. Et donc elles vont pas s'arrêter complètement de se développer, elles vont continuer d'être actives vraiment, même l'hiver. Et ça va permettre quand même à la reine de se reposer un petit peu et de ralentir la ponte. Et enfin, vous allez avoir des espèces comme les Camponotus nicobarendis par exemple, qui vont pas faire de diapause du tout, elles vont vraiment être chauffées toute l'année et vont se développer en fait vraiment toute l'année. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour réussir l'élevage de vos colonies de fourmis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.